Je m'appelle Laurence Kayser, je suis gynécologue, chirurgien obstétricien et écrivain, je suis en Belgique. Et évidemment, en tant que gynécologue, j'ai beaucoup discuté vaccins avec mes patientes et notamment le vaccin contre le papillomavirus, hein, donc bien avant la crise Covid. Et je pense qu'il y aura des choses à dire ici à ce sujet en particulier, même si on peut se poser la question de l'accumulation dans le corps d'enfants et de jeunes gens de produits censés stimuler leur immunité, mais qui contiennent énormément d'adjuvants, d'excipients, et qui n'ont jamais été testés tous ensemble, et qui n'ont jamais été non plus testés contre placebo, hein, parce qu'on teste toujours contre le produit sans l'antigène concerné, mais on ne teste jamais contre placebo. Donc voilà, je passe la parole à mes voisines. Hop. Bonjour à tous. Donc moi je suis docteur Martine Gardenal, médecin homéopathe, mais j'ai d'autres casquettes puisque je suis en même temps médecin du sport, ce qui m'a amené à être médecin d'une équipe de France pendant 8 ans, et nous avons ramené chaque fois des médailles d'or. C'était vraiment très agréable. Ils étaient traités par homéopathie le plus souvent, mais ils avaient le choix, hein, allopathie et homéopathie, et comme ils trouvaient beaucoup de bénéfices, donc ils étaient directement une préférence pour l'homéo. Et du coup, ça m'a amené aussi à être médecin olympique, et j'ai fait une Olympiade, puisque celle de Moscou, nous n'y sommes pas allés pour des raisons politiques que vous connaissez. Voilà. Alors la Ligue de la liberté nationale pour la liberté des vaccinations, dont j'assure la présidence depuis maintenant un peu plus de 6 mois, depuis le mois de juin, existe depuis 70 ans, donc c'est une vieille histoire. On a fait beaucoup de beau travail, les anciens présidents ont semé beaucoup de graines, beaucoup d'informations. J'essaye, et heureusement autour de moi, au niveau du bureau, on est une équipe soudée qui s'entend bien, et nous essayons de continuer d'informer. Nous sommes essentiellement pour la liberté, on n'est pas anti-vax, on donne des informations, mais ce qui est important dans notre titre, c'est le mot liberté. Et nous y sommes attachés, et j'entendais hier matin Idriss Alberkane qui disait que quand on dénonce le poisson qui est contaminé par l'arsenic ou les substances qui contiennent de l'aluminium ou comme ça, on ne dit pas qu'on est anti-poisson ou anti-substance, et nous on est catalogué d'anti-vax. Donc j'avais trouvé cette observation très intéressante. Et à l'heure actuelle, eh bien, pour vous dire, parce que malheureusement, j'ai un mari qui est très malade, et donc je suis obligée de vous quitter vers 5h moins 10. Hein, et Bernard Roulet prendra la suite si vous avez des questions à lui poser. Donc nous sommes très attachés à continuer à informer, à être auprès des gens pour aussi bien des gens qui veulent savoir des choses sur les vaccins, aussi bien les vaccins classiques que sur les injections ARN messager, parce qu'ils en programment 500 pour les humains et pour les animaux, parce qu'il ne faut pas oublier les animaux, d'ici 2030. Donc là, la donne va changer, et il faut poser beaucoup de questions. Et surtout aussi, eh bien, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est des vraies études scientifiques, car ce que nous disons jusqu'à présent, ce sont des impressions, ce sont des observations, ce sont des constatations, et quand on en parle en face de nous, ils nous disent oui, mais c'est pas prouvé, mais oui, mais c'est une impression, etc. Donc maintenant, il va falloir passer à plus de choses, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux, et qu'il faut disséminer l'information autour de vous, de façon à ce que l'on puisse faire des travaux, mais ça coûte cher, et donc plus on va être nombreux pour faire tous ces travaux, et plus ça va être important. Voilà ce que je voulais dire, et merci à la Ligue, et merci à toutes ces belles personnes qui ont fait un travail remarquable depuis 70 ans. Et merci à vous d'être là, parce que sans vous, on n'existerait pas. Merci beaucoup. Bonjour à tous, oui, merci d'être là. Et donc moi, je représente juste le CSCL, le collectif Santé pour une citoyenneté libre, et l'association Au cœur de l'humain, hein, que vous connaissez peut-être parce que nous avons organisé la 100e du CSI, la 150e du CSI, entre autres. Et en fait, au sein de notre association, on a fait un travail collectif justement sur
le vaccin Gardasil, en particulier pour informer les parents en octobre 2023, au moment de cette campagne très agressive et mensongère, car incorrecte scientifiquement, sur ces vaccins, sur l'efficacité de ces vaccins, dont aucune efficacité n'a été démontrée sur les cancers du col de l'utérus. Donc c'est simplement totalement faux, et c'est très simple de comprendre pourquoi en plus. Donc ça nous a bien sûr vraiment révoltés, et on a essayé d'informer les parents qu'en plus il y avait des effets indésirables potentiellement très graves, et que ça n'avait vraiment aucun sens de vacciner non seulement les filles, mais aussi tous les petits garçons de 5e. Et maintenant, ils ont commencé, et ils le font aussi pour les enfants de 6e. Voilà, donc si jamais on peut préciser, si vous avez quelques questions, je peux... Voilà. Oui, voilà. Merci. Philippe Bru, pour ceux qui étaient déjà à la première réunion. Donc, je suis un ancien pédiatre, je suis radié depuis 10 ans. La raison principale, officieuse, c'est que j'ai combattu par l'information, puisque c'est le devoir du médecin, j'ai combattu par l'information sur les vaccins. Je vais informer tous les parents de mes petits patients sur les bénéfices éventuels, sur les risques possibles de ces vaccinations. Et en fait, on n'a pas le droit en France d'informer ses patients, même si c'est dans la déontologie, à partir du moment où on émet des réserves, des critiques sur les vaccinations. Alors j'ai poussé le schmilblick un petit peu loin, c'est-à-dire outre les vaccins évidemment pas efficaces comme le BCG ou le choléra, sur les vaccins évidemment toxiques comme les vaccins d'hépatite B, j'ai poussé le bouchon un petit peu loin parce que je suis remonté jusqu'aux sources pour m'apercevoir que dès le départ, c'est-à-dire dès Jenner, dès la fin du 18e, on nous avait caché des choses. Et en faisant cette recherche qui est à votre disposition, puisque je ne peux plus travailler, il faut tout de même que je vive, donc j'ai écrit des travaux sur tous les vaccins et sur d'autres sujets, vous pourrez consulter si ça vous intéresse au stand. J'ai démontré scientifiquement, par des recherches bibliographiques, que tout ce qu'on vous a dit sur les vaccins, dans les grandes lignes, tout est faux. On vous en a exagéré les effets quand il y avait une protection. Je ne dis pas que les vaccins ne protègent jamais, je dis qu'on a exagéré la protection, et on vous a dissimulé les effets secondaires, et ceci depuis le début, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle. Et donc, tous ces travaux sont à votre disposition. C'est démontrable, rationnellement, sans idéologie. Simplement, il faut prendre le temps de lire. Il ne faut pas se contenter des titres, il faut aller dans les détails. Sachez que celui qui vous ment restera dans le vague. Celui qui vous donne un millier de précisions ne peut pas vous mentir. Parce que 1000 précisions, c'est autant de moyens de le confondre si vous le mentez. Donc plus vous avez de détails, plus vous avez de précisions, et plus vous savez que vous êtes certainement sur un travail qui a de la valeur et sur lequel vous pouvez forger votre opinion. Merci. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Heusier, je suis l'ancien président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations qui a repris le parti. Moi, je vous parle, je ne suis pas venu dans le milieu anti-vax par les connaissances des virus ou par les connaissances de la science. Moi, je parle de... J'ai été amené dans le combat contre la lutte anti-vax parce que les virus, les vaccins sont des armes biologiques. Et là, il y a un stand où je viens voir les Chinois qui ont fait un document sur vaccins armes biologiques. Et comme tu dis, tu remontes jusqu'à Pasteur, jusqu'à Jenner, etc. Moi, je remonte encore bien plus loin pour démontrer que cette guerre bactériologique remonte au Moyen-Âge avec les infestations des corps. Ensuite, en 1770, il y a eu des actions au Canada. Après, Jenner qui a été validé par Parmentier, qui a imposé la vaccination chez les troupes. Tout ça, ça fait des déplacements de pathologie. Il faut savoir que les gens qui vaccinaient de bras à bras injectaient la tuberculose. Et après, on est entré dans une phase de développement des vaccins qui sont assez menus. Si vous voulez en avoir le détail, un peu plus en détail, vous allez voir sur le site de la Ligue, il y a un petit bouquin sur lequel notre action a été menée.
Et puis, moi, ce que je voudrais raconter, c'est que j'ai un parcours assez spécial. Je suis dentiste de formation et j'ai surtout vécu dans les zones de combat. J'ai vécu en 1974-75 au Vietnam. 1975. Non, j'étais en... flûte. Non, au Vietnam, pardon. Et ensuite, j'étais 10 ans en Afrique, et là, j'ai découvert l'existence d'armes bactériologiques. En 1980, j'étais à Kinshasa, j'ai vécu une première confinement. Mon cabinet a été vidé du jour au lendemain parce qu'il y a eu un événement qui est survenu, c'est le sida. Et ce sida a été provoqué par, on ne sait pas, tout d'un coup, le monde est envahi de sidéens. Et c'est à ce moment-là que le CDC d'Atlanta a envoyé un gars au Congo, au Zaïre à l'époque. C'était M. Jonathan Mann, qui est devenu M. Sida à Genève. Et de là, c'est là que mes neurones ont essayé de fonctionner. Et j'ai commencé à chercher tout ce qui rapporte à la guerre bactériologique via les vaccins. Et à ce moment-là, j'ai encore été ensuite en Albanie, puis à nouveau en Afrique, où j'ai découvert toutes ces histoires de vaccination. Et en 1998, j'ai rencontré Léonard Horowitz, qui a créé un ouvrage sur la guerre bactériologique, qui a été décrite aussi chez nous par une de nos présidentes avant nous. Et c'était Madame Delarue qui avait écrit un bouquin. Alors je ne sais pas si on le voit, pour ses parents. Simone Delarue. Simone Delarue qui avait écrit un bouquin. Et en 1969, il y a eu un événement à Washington, où le ministère de la Santé a été accueilli par les militaires qui voulaient fabriquer un virus contre lequel il n'y aurait pas de thérapie possible. Et à partir de ce moment-là, cette guerre anti-vax a commencé. Et puis, c'est la première épidémie de sida. Bon, mon cabinet s'y trouvait vidé, je n'avais plus de patients. Je sais pas, par exemple, des événements, le médecin de l'ambassade des États-Unis est venu voir mon cabinet, que toute la stérilité était faite, il avait pu me renvoyer des gens. Et puis, en 1998, donc, je rencontre Horowitz qui me décrit l'origine du sida et qui est donc due à des manipulations qui ont été faites sur des virus dans des laboratoires, principalement dans les zones africaines. Et maintenant, on a eu ensuite l'H1N1, l'Ebola en 1974 et à nouveau le sida. Et depuis tout ça, on voit très bien que depuis le sida, on a mis en place des mouvements internationaux via l'OMS pour mettre en place cette politique de perte des valeurs. Alors, moi, si vous voulez, j'ai écrit un bouquin où je fais un petit historique de ces événements. Si ça vous intéresse, vous êtes libre de venir le chercher sur le stand de la Ligue. Qui veut parler? Vas-y. Juste pour reciter le livre d'Horowitz, La guerre des virus, sida, Ebola, intentionnel ou autre. Ce livre, j'ai rencontré Horowitz en conférence aussi, ce livre je l'ai lu 2 fois. Je cherchais la faille et j'en ai pas trouvé. C'est-à-dire que c'est une enquête tous azimuts, psychologique, politique, scientifique, qui vous démontre par A plus B la fabrication du virus du sida, et je vous invite à le lire. Merci. François-Marie Perrier. Je collabore donc avec Jean-Pierre Odier. Je viens de Grenoble où j'ai fondé le collectif GROLIVE, Grenoble Liberté Vérité. Je collabore aussi avec la Ligue nationale pour la liberté de vaccination et le European Forum for Vaccine Vigilance. J'ai un parcours littéraire de prof, j'ai démissionné, j'ai été guide de voyage dans le monde, Inde, Proche-Orient, Europe et Amérique centrale. J'ai fait pas mal de journalisme audio, écrit. Et puis en 2022, on a coordonné, j'ai coordonné avec d'autres collectifs, la plus grande action jamais réalisée sur les témoignages des effets secondaires des vaccinations. Il y a 79 villes en France, dans 53 départements, qui sont sortis par la journée la plus froide de l'année. Il y a certains qui étaient dehors là, dans cette salle, avec des portraits des victimes des vaccinations. Ça s'est jamais fait ailleurs autant. Et on a récidivé le 13 mai 2023 au niveau mondial avec 20 pays qui étaient dehors, 26 villes en Italie, 20
autant en France, en Espagne, certains pays qui ont manifesté pour la première fois. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'importance du témoignage des victimes est capitale. C'est pour ça qu'on est là, et je pense qu'il faut toujours soutenir ceux qui continuent à faire des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus dans les collectifs, dans les manifs, et parfois on est tenté de se dire que ça ne sert à rien, mais non, il faut continuer. Et les victimes, par leur témoignage, les proches des victimes peuvent changer l'histoire. Pensons toujours à MeToo, des dizaines d'années de l'étape patriarcale, c'est pas le patriarcat. J'ai 5 minutes, juste en tant que pédiatre, insister sur les vaccinations de l'enfant. Vous savez que ces soi-disant 11 maladies obligatoires, oui, 15 maintenant, en réalité, il ne faut pas le voir en termes de maladies, mais en termes de valence vaccinale, d'une part. Un enfant d'1 an reçoit entre 68 et 71 vaccins. Et en termes de cumul de toxines, et pour n'en citer qu'une, les sels d'aluminium. Donc lorsque l'on fait le cumul sur une année, on arrive entre 3 et 4 mg d'aluminium, ce qui est une dose considérée comme toxique, neurotoxique, d'une façon claire et formelle. Donc voilà, je ne déborderai pas plus, je passe la parole au suivant. Voilà. Ok, j'aurais pu intituler mon intervention de Dédale et Minos à Donald et Elon, parce qu'en fait l'histoire de la technologie et de la façon dont ça attente à l'humanité est très ancienne. L'idée c'est de comprendre ce processus, parce que souvent on est un peu à court d'arguments par rapport aux labyrinthes mentaux dans lesquels nous placent les adversaires. Voilà. Et donc montrer comment il y a ce processus historique depuis, en gros, la modernité de Francis Bacon, qui disait que la nature devait être traitée comme une esclave, être mise à genoux, lui faire rendre tous ses secrets, hein, et aller vraiment vers la domination. Hein. Il fallait la mettre sous contrainte, vexer, donner à la race humaine ce droit sur la nature qui lui appartient par legs divin, inaugurer la naissance véritablement masculine du temps, et fera de la nature l'esclave de l'homme. Ça, c'est Francis Bacon au XVIIe siècle. Ça permet de comprendre comment progressivement on arrive aux choses actuelles. Je vais vous lire ensuite une citation qui peut être très utile quand on est face aux fact-checkers, hein. Voilà, des gens comme Rudi Reichstadt, etc. C'est la phrase d'un prix Nobel de littérature, Bertrand Russell, qui dit ceci dans The Impact of Science on Society en 1944. Hein. Des régimes alimentaires, des injections et des injonctions seront combinés dès le plus jeune âge pour produire la sorte de personnes et la sorte de croyances que les autorités considèrent désirables. Et toute critique sérieuse des pouvoirs qui existent deviendra psychologiquement impossible. Même si tous sont misérables, tous se croiront heureux parce que le gouvernement leur dira qu'ils le sont. Voilà. Ça c'est 1944, il parlait déjà d'injonction et d'injection. Voilà. Je vais terminer, puisqu'on a très peu de temps, par, vous savez, Ursula von der Leyen par rapport à l'Europe. Il y avait un hommage à Michel Rivasi tout à l'heure, hein, parce qu'elle a révélé le SMS Gate, la façon dont Ursula von der Leyen, vous savez que la présidente de la Commission européenne ni la Commission européenne ne sont élus, ils sont cooptés. Et les, je crois, 649 députés européens ne servent qu'à déposer éventuellement des amendements. Voilà. Mais c'est pas eux qui proposent les lois. Et certains n'en proposent pas du tout les amendements parmi ces députés qui coûtent 18 000 € par mois. Bon, eh bien, Ursula von der Leyen a négocié, vous le savez peut-être, les contrats avec Pfizer pour 10 milliards d'euros ou plus par SMS. Alors que son mari travaillait en rapport avec Burla, avec Pfizer. De la même façon, Ursula von der Leyen vient de signer le Mercosur, autorisant l'envoi de nourriture empoisonnée pour les enfants qui empoisonnent la terre, etc. Bon, on peut rappeler aux gens qui nous critiquent ceci. Une personne non élue à la tête de l'Europe se permet de décider ce que doivent s'injecter ou ingérer 450 millions d'Européens. Voilà. Et on voit bien que derrière c'est l'empoisonnement, parce que tout le monde sait que les produits du Mercosur ils sont empoisonnés, ils détruisent la terre, ils détruisent la santé, c'est des loteries. Voilà. Donc l'Europe ne veut pas les biens des peuples, contrairement à ses textes fondateurs. Voilà. Je vous remercie. Donc on est sur le stand. J'ai aussi écrit ce petit bouquin, Woke ou Smoke, hein,
chasser le patriarcat religieux, il revient par la science et l'ultralibéralisme, ou que répondre à la propagande woke, transgenre et à l'éducation sexuelle. Hein, parce que c'est une même offensive, celle du vaccin et celle du wokisme, une guerre totale contre les esprits et contre les corps. Merci. Merci. C'est peut-être le moment de rebondir sur la présentation de Corinne. Journaliste d'investigation, grand reporter, et spécialisé santé environnement, et plus de 40 ans d'expérience dans les médias, presse mainstream, je suis journaliste. Et je me suis intéressée au vaccin à partir du moment où, dans les années 2000, il y avait des victimes des vaccins hépatite B. Donc j'ai commencé à les interviewer, et en tirant un fil, j'ai vu que tout ce qui était raconté au niveau officiel était faux. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à tous les autres vaccins. Et évidemment, pendant la première pandémie, fausse pandémie H1N1, j'ai fait des reportages à TF1 pour dénoncer les mensonges de l'OMS, et ça passait à l'époque. C'était pas facile, mais ça passait. Et puis bon, après j'ai quitté TF1 et maintenant je suis journaliste indépendante. J'ai écrit des livres, et en particulier j'ai écrit un livre qui s'appelle Le grand désordre hormonal, où je montre que finalement ce qui est important, c'est de quoi on meurt. On meurt de quoi? On meurt des maladies cardiovasculaires et on meurt des cancers, qui sont des maladies causées par l'environnement. Et de quoi on nous parle à la télé? On nous parle de tout sauf de ça. Et en particulier de virus qui, eux, ne sont responsables, au mieux, officiellement, que de 5% de la mortalité. Donc on ne parle que des virus qui ne sont responsables que de 5% de la mortalité, et non pas des 95% qui sont la pollution chimique. Donc là, je parle juste, ce que je fais moi là tout de suite, c'est juste remettre quelques petites notions de base, et puis après il y a tout le débat qui va avoir lieu. Ce qui me semble important à expliquer, parce que tout le monde n'a pas compris ça quand même, c'est la différence entre un vaccin classique et un vaccin ARN modifié. Ça n'a rien à voir. Les vaccins classiques, vous voyez, les particules vaccinales, c'est ça, on prend des bouts de virus, on enlève la partie toxique, virulente, on garde la partie qui n'est pas toxique, on la met dans une seringue avec d'autres produits comme de l'aluminium, et ensuite on injecte. Voilà, ça c'est des particules vaccinales qui sont plus petites que les cellules. Ça c'est des cellules humaines, mais elles restent à l'extérieur des cellules parce qu'elles sont quand même assez grosses. C'est des particules grosses de morceaux de microbes, on est d'accord. Mais elles ne rentrent pas en principe dans les cellules. Il y en a un peu qui rentrent, mais pas trop. Bon. Mais donc ça reste à l'extérieur. Et ça c'est les vaccins classique. À l'extérieur, le système immunitaire peut combattre ces particules. Vous voyez? Le système immunitaire, lui, ne rentre pas dans les cellules. Il n'entre pas dans les cellules. Donc il faut bien voir la différence. Là, avec les vaccins ARN modifiés, qui ont été mis en place pendant la période Covid, et encore actuellement, qu'est-ce qui se passe ici, vous voyez? Ce sont des nanoparticules, donc beaucoup plus petites que les particules des vaccins classiques, qui en plus de ça sont enrobées de gras, et comme c'est du gras, ça entre dans la cellule, parce que la membrane de la cellule, elle est composée de gras. Alors que ici, dans les classiques, ça ne peut pas rentrer. Ici, dans les vaccins ARN modifiés, génétiquement modifiés, ce sont des OGM, et bien là, ça va rentrer, et ça va rentrer en quantité énorme. Et à l'intérieur des cellules, le système immunitaire ne peut pas aller, donc il ne peut pas détoxifier. Et en plus de ça, ça va aller dans toutes les cellules du corps, ça ne va pas rester au niveau du bras. Et si ça va dans toutes les cellules du corps, ça va aller principalement dans les cellules qui sont elles-mêmes graisseuses encore plus, à savoir le cerveau, par exemple, ou la moelle épinière, ou
Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies dues à ces vaccins dans le cerveau et de tout ce qui est la moelle épinière, entre autres, évidemment les ovaires, les testicules et compagnie. Donc voilà, ça c'est la première chose à comprendre, c'est la différence. Il y a plein de gens qui n'ont jamais compris cette différence, vous voyez. Et à l'intérieur des cellules, le système immunitaire ne peut pas pénétrer. Il n'y a qu'une seule molécule qui arrive à faire la détoxification, c'est le glutathion. Le glutathion, c'est une molécule qui est fabriquée par le foie, qui sort du foie, et quand elle peut rentrer à l'intérieur des cellules, et là, elle peut détoxifier. Bon, voilà. Donc, moi, ce que j'explique, c'est de toute façon pour qu'on comprenne mieux ce que vous, après, vous allez expliquer. Que ce soit illustré de façon à ce qu'on comprenne mieux. Alors, donc là, on a vu la différence entre les vaccins classiques et les vaccins ARN modifiés et nanoparticules lipidiques. Il ne faut pas oublier les nanoparticules. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'ARN messager? Oui. Alors, l'ARN messager, c'est l'ARN naturel. L'ARN modifié, c'est celui qu'il y a dans les vaccins, qui est une copie de l'ARN naturel, messager, mais qui en fait n'est pas de l'ARN messager. On a beau dire que c'est de l'ARN messager, ça n'en est pas, c'est de l'ARN modifié avec des bases à l'intérieur qui sont totalement artificielles et qui n'existent pas dans la nature. Donc ce n'est pas de l'ARN messager naturel. Alors je vais aller plus vite. Hein. C'est la courbe de l'autisme aux États-Unis. Vous voyez, hein, bon, je passe. Ça, c'est les résultats du vaccin. Donc les effets secondaires du vaccin, ARNM. Vous voyez, ça c'est tout vaccin confondu. On arrive ici, 2020, c'est l'année de la fausse pandémie. 21, voilà. Tous les vaccins confondus jusqu'à 21 ont fait moins de morts, ça c'est la courbe des décès, que le seul vaccin ARN modifié dans des nanoparticules, ARN Covid. Vaccin Covid. Vous voyez la différence? Beaucoup plus de morts pour un seul vaccin que pour tous les autres vaccins en 30 ans. Et ici, vous avez le jour de l'injection, le nombre de décès. Et vous voyez que c'est d'abord le premier jour qu'il y a le plus de morts, et ensuite ça décline, deuxième jour, troisième jour, et en gros, dans les 7-10 premiers jours, vous avez déjà 80% des morts. Après, il y a tous les effets secondaires à long terme qu'on ne connaît pas. Mais on voit qu'il y a plus de morts tout de suite après l'injection, ce qui veut dire que c'est bien le vaccin qui est en cause, parce que si ce n'était pas le vaccin, eh bien, il y aurait les colonnes auraient la même taille. Donc je vais plus vite, je vais toujours plus vite. Là, juste pour expliquer, ce vaccin, ce sont des nanoparticules qui vont imiter les virus et qui vont aussi imiter les cellules humaines. C'est-à-dire qu'ils vont mettre du gras, c'est la nanoparticule ici en bas à gauche. Dans le gras, à l'intérieur, ils vont mettre comme un noyau, comme la cellule à son noyau, et là ils vont mettre de l'ARN modifié, copié sur l'ARN messager, et ensuite cet ensemble-là va rentrer dans une cellule humaine, et là, la cellule humaine va être supposée fabriquer la protéine spike, c'est-à-dire la pointe qu'il y a à l'extérieur des virus. Donc cette protéine spike, qui est une toxine, va être fabriquée par la cellule humaine, alors que la cellule humaine est supposée être protégée contre les toxines. Donc on fait fabriquer à la cellule humaine une toxine étrangère contre laquelle elle doit être normalement protégée par le système immunitaire. Donc automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que le système immunitaire va se retourner contre l'organisme lui-même. Voilà. Donc là, à gauche, le virus, supposé naturel, mais qui en fait est lui-même artificiel, et ça maintenant c'est prouvé, et à droite, la nanoparticule qui, elle, est injectée dans le vaccin. Et là, le virus, vous voyez, la protéine spike, c'est la pointe. Et ça, c'est toxique. Et normalement, quand on fabrique un vaccin,
on ne garde pas la partie toxique du virus. On ne garde que la partie non toxique pour fabriquer le vaccin. Or, dans ce vaccin, qu'est-ce qui s'est passé? On a gardé la partie toxique, celle-là, la protéine spike, et on l'a insérée, la séquence génétique, dans les nanoparticules pour le vaccin. Donc on a gardé la partie virulente pour le vaccin. Donc, si le virus est toxique, à cause en partie de ces protéines spike, les pointes là, il est évident que si on garde les pointes, et qu'en plus on les multiplie, parce que là on les multiplie, et qu'en plus de ça, ça va dans toutes les cellules, beaucoup plus que le vaccin, que le virus naturel lui-même, donc il va de soi qu'on va multiplier la toxicité. Donc la virulence. Donc c'est un peu pour ça que, enfin il va vous en parler tout à l'heure Jean-Pierre, c'est que normalement on doit garder la partie, non, c'est ça qu'il faut retenir. Sauf si on veut fabriquer une arme biologique. Si on veut fabriquer une arme militaire, si on veut militariser un virus, si on veut militariser un organisme ou une toxine, parce que peu importe que ce soit un virus ou une toxine, de toute façon, ce qui compte, c'est est-ce que ça va rentrer dans les cellules et est-ce que ça va être toxique? La réponse est oui. Donc surtout si on garde la partie toxique. Et là, on vous montre comment justement ils ont gardé la partie toxique. Ça, c'est toute la séquence génétique. Vous voyez, c'est toute la séquence génétique. J'ai 2 minutes là. C'est toute la séquence génétique de cette protéine spike. D'accord? On l'a vu, la protéine spike. Eh bien, dans cette séquence génétique, il y a une étude qui a montré très vite qu'il y avait 4 insertions, qui étaient des insertions artificielles, qui venaient du virus du sida, le HIV. Alors, vous avez l'insertion 1, l'insertion 2, et l'insertion 3, et l'insertion 4. L'insertion 1, 2, 3 va se réunir en 3D pour former la pointe de la spike, qui va rentrer, qui va reconnaître les cellules de l'immunité, les globules blancs, les T4. Et c'est ainsi qu'elle va se servir aussi des récepteurs des cellules de l'immunité, et donc aussi entrer dans les cellules de l'immunité et les détruire. Ce qui fait qu'il va y avoir une destruction des cellules immunitaires qui s'apparente à ce qui se passe dans le sida. Et l'insertion 4, elle va permettre de rentrer dans les cellules. Et elle est aussi apparentée au virus du sida. Ce qui a fait dire qu'effectivement, ça pouvait être considéré comme quelque chose de toxique. Pour quelles raisons ils ont fait ça? C'est totalement artificiel, parce que si ce n'était pas artificiel, eh bien tout le reste aurait été modifié par le temps. Or, le temps, rien n'a évolué. Vous voyez, quand ça évolue, un virus, tout évolue. Or là, tout le reste est resté intact, mais par contre, il y a 4 insertions qui sont des insertions du virus du sida, qui sont arrivées dans la cellule, dans la séquence génétique. Ce qui est tout à fait artificiel et qui prouve, en fait, que ce virus a été fabriqué, ce qui est d'ailleurs maintenant reconnu même par la CIA, qui jusqu'à présent ne voulait pas le reconnaître. Donc voilà, je vais arrêter là, comme ça vous avez une petite idée de ce qui se passe. Ça, c'est la cellule, et là, vous voyez, la nanoparticule qui rentre, elle n'a même pas besoin de s'accrocher à un récepteur, alors que le virus, lui, est supposé avoir besoin d'un récepteur. Or, toutes les cellules du corps n'ont pas le récepteur. Donc le virus, lui, il ne pourra pas rentrer dans certaines cellules, alors que la nanoparticule du vaccin va rentrer dans toutes les cellules. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Bravo. Je rebondis sur la diapositive, je ne sais pas si tu peux la montrer, la courbe de mortalité, parce qu'en fait, en tant que vaccin pédiatrique, la responsabilité du vaccin coqueluche dans la mort subite du nourrisson reprend exactement, alors c'était le schéma, c'était ce schéma-là, c'est-à-dire que quand on fait une analyse de 30... C'est bon là. Non, c'est ça qui m'intéresse. Quand on fait une analyse sur 30 décès de nourrissons, et qu'on regarde sur un mois statistiquement ce que ça donne, au lieu qu'on ait statistiquement un mort par jour sur un mois, 30 décès, on a en fait l'essentiel des décès qui sont groupés
sur la première journée, 24 heures après l'injection, il y a 7 morts au lieu d'1 statistiquement, il y a 7 fois plus, et sur la première semaine. Donc on a ce rapprochement que le vaccin Covid tue beaucoup au départ et puis de moins en moins, et on a le même parallèle que le vaccin coqueluche tue la plupart des morts subites dans les 24 heures, un gros paquet la première semaine et ensuite ça diminue. Ça c'était pour faire le lien avec cette diapo. Le lien avec ce qu'a dit Laurence lors de la conférence précédente, on vous donne la preuve que c'est pas oups, on l'a pas fait exprès, mais qu'il y a un projet criminel, intentionnel de tuer. Donc arrêtons de dire que c'est pas de chance, on a choisi la mauvaise chose. Non, c'est la preuve, ce que Corinne nous a présenté, c'est la preuve qu'il s'agit d'un projet criminel. C'est clair, c'est net, il n'y a plus à discuter. Bravo. Je rappelle que chacun ici s'exprime en son nom, mais personnellement je suis totalement d'accord avec mon collègue et maintenant je vais vous le prouver. Je vais vous faire la promotion du vaccin Gardasil. Le document que vous voyez projeté à l'écran, je suis désolée pour la qualité de l'image, ce document, tous les gynécologues francophones de Belgique l'ont reçu. En bas, vous avez les logos officiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'ONE, l'Office national de l'enfance, et vaccination-info.be. Vous voyez donc que c'est tout à fait officiel et que mes collègues ont tous reçu ce document. Maintenant, on peut se concentrer sur le haut du document. C'est bien par rapport au papillomavirus. Non, le haut, tout au-dessus. Voilà. 80%. Je vous rappelle que pour le moment, il y a une grande campagne qui vise à promouvoir les tests HPV à la place des tests pour regarder si les cellules du col sont ou non anormales. Donc on veut remplacer l'apparence de la santé physique par un portage ou une absence de portage de virus. On apprend dans ce document tout à fait officiel que 80% de la population va un jour être porteuse, confrontée à un virus de cette grande famille de plus de 200 virus. Donc 80% de la population, ça veut dire que si vous faites des autotests ou des tests HPV, vous avez 8 chances sur 10 que ce soit positif. Et que vous rentriez alors dans un business model où on va vous faire des frottis de contrôle, des biopsies et vous proposer avant intervention, une vaccination par le Gardasil 9 pour 9 virus des 200 concernés. Hein. Donc c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On crée une psychose pour éviter quoi? Regardez le nombre, on nous dit que c'est très très dangereux, n'est-ce pas? On nous dit que ça donne des cancers du col. Alors en Belgique par an, on a apparemment, et vous voyez la manipulation des chiffres, on part d'abord de pourcents pour ensuite parler de cas. Ça nous rappelle des choses aussi, ça, les cas. Eh bien, il y a 427 cas de cancer du col en Belgique. Cancer du col qui n'est pas dû uniquement, et peut-être même pas du tout, au papillomavirus. Il y a des cofacteurs, on a entendu parler de co-infection tout à l'heure par rapport à Covid, par rapport au sida, c'est la même chose. Les virus et les bactéries peuvent s'entraider pour rendre les gens malades, mais il y a aussi tout le reste, la pilule, le tabac, l'âge auquel on a eu ces premiers rapports, le nombre de partenaires, le niveau socio-économique, etc. Pourquoi 427 femmes n'ont-elles pas été chez le gynécologue suffisamment souvent pour qu'on trouve un cancer du col? Ça n'est pas du tout évoqué, alors qu'elles ont peut-être une bonne raison. Peut-être ont-elles été mal reçues par un médecin, peut-être qu'elles n'ont tout simplement pas trouvé de gynécologue puisqu'on est dans un désert médical, peut-être qu'elles sont sans papier, peut-être qu'elles sont séquestrées, parce que oui, ça arrive qu'elles soient séquestrées par leur époux, donc, ou battues. On ne traite absolument pas la cause quand on prétend qu'un vaccin va éviter 427 fois 427 à 427 personnes d'aller chez le médecin. Alors donc, ça représente quoi cette grande quantité de cancer? Eh bien, il faudrait vacciner 10 000 personnes, 10 000 jeunes pour éviter 7,7 cas de cancer du col. Il faudrait vacciner, puisqu'il n'y a pas que ça, on va vous dire, oui, il y a aussi l'oropharynx, hein, c'est pour ça qu'il faut vacciner les petits garçons. Alors nous sommes 11 millions en Belgique, donc vous pouvez refaire les calculs avec moi. 332 cas sur 11 millions,
Ça fait qu'il faut vacciner 10 000 enfants pour éviter 3 cancers. Si tant est que, encore une fois, ce soit la cause et qu'on puisse exclure que le tabac ou la cigarette ou l'alcool ou autre chose soit évidemment responsable de ça. Parlons des messieurs, cancer du pénis qui arrive aux hommes de plus de 70 ans, de 70 ans. Il faut vacciner 100 000 petits garçons pour éviter 8,7 cas. Donc ça veut dire, à plus de 70 ans, hein, donc point d'interrogation, à quoi sert ça vous l'apprend pas? Le cancer de l'anus, hein, pour éviter 1,4 cas, il faut vacciner 10 000 enfants. Vagin, 5 cas, on vaccine 100 000 personnes. Enfin, vous voyez bien que déjà ça remet en question l'intérêt de ce vaccin. Et là, je vous parle d'un vaccin qui serait 100% efficace sur une pathologie qui serait 100% due au papillomavirus et un vaccin qui n'aurait absolument aucun effet secondaire, ce qui n'est pas le cas. Le Gardasil 9 est reconnu pour avoir causé des syndromes de Guillain-Barré, maladie auto-immune, des problèmes de ménopause précoce, des convulsions, des décès. Et dans certains pays qui ont vacciné les filles et les garçons massivement, comme la Suède ou l'Australie, il y a une recrudescence de cancer du col de l'utérus. Donc, je vous pose maintenant la question. Ces gens ces grands philanthropes qui font des campagnes de vaccination acharnées, y compris en Afrique, alors qu'il serait quand même déjà très logique de nourrir les enfants plutôt que de les vacciner, et ils ont les moyens. Est-ce qu'ils sont vraiment préoccupés par notre santé pour nous vendre des produits aussi inutiles, chers et toxiques? Voilà, je vous pose la question là et je vous laisse y réfléchir. Mais ceci, je vous le rappelle, est un document 100% officiel qui date de l'année dernière. Bravo. Voilà. En plus, c'est un dessin d'hermaphrodite. Sur la Gardasil. Dire le dessin, là. Oui, le dessin. C'est un dessin d'hermaphrodite. Il n'y a qu'un sexe. Hein. Oui, mais ça, on va pas rentrer dans la... Il faut être inclusif, voyons, Corinne. Bonjour, je ne me suis pas présenté, je suis médecin hospitalier retraité, j'étais cancérologue, radiothérapeute, donc j'ai le privilège d'avoir traité beaucoup de cancers du col. Le cancer du col, ce n'est pas un virus ni un cancer intraépithélial du col. Alors je vais vous donner un scoop, parce qu'on a relu avec le docteur Delorgerie les essais thérapeutiques qui ont fait mettre sur le marché le vaccin Gardasil. Ces essais ne démontrent absolument pas qu'il y a une différence d'incidence dans les groupes traités par le vaccin versus les groupes non vaccinés vis-à-vis de l'incidence du cancer du col. Ceci est totalement faux. Il montre qu'il y a une petite différence dans les états précancéreux qui sont les cancers dits intraépithéliales ou les formes initiales. Il faut donc, pour estimer qu'il y a une prévention réelle des cancers du col, être sûr que ces cancers intraépithéliaux vont systématiquement se transformer en cancer du col. Ce n'est pas vrai. Il y a des régressions, on peut soigner les gens, les cotinisations les guérissent, et ce n'est jamais, c'est même impossible à démontrer. Je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible à démontrer. Ça ne sera jamais démontré. Pourquoi? Parce que quand on suit les femmes dans des essais thérapeutiques, et si on leur décèle, quel que soit le groupe, en état précancéreux, c'est-à-dire la forme initiale intraépithéliale, la femme est traitée. Comme elle est traitée, elle n'a pas de cancer. Donc, les statistiques ne portent que sur les formes intraépithéliales, et encore, il n'y a qu'un essai qui soit vraiment randomisé, versus placebo. Les autres, ils sont vaccinés contre les adjuvants. Ils sont randomisés, c'est-à-dire tirés au sort, comparés au seul adjuvant. Donc, c'est une fumisterie statistique. Voilà, c'est tout. En plus, voilà, c'est tout ce que... La démonstration d'une efficacité sur l'incidence du cancer du col n'est pas faite. Et elle n'a jamais été faite. C'est tout. Et ne peut pas être faite puisqu'il faudrait minimum 50 ans pour la faire. Oui, elle ne peut pas être faite. Pauline.
Oui, donc vous avez déjà quasiment tout dit, hein, docteur Kayser et vous-même. Si je peux ajouter une petite précision et puis peut-être donner un ou deux messages pour la protection de l'enfant et la protection de la femme. Effectivement, bon, j'avais juste un support, mais si vous voulez, nous avons essayé pour les parents de faire un dossier sous forme de questions-réponses avec justement ce qu'il fallait retenir. Les messages en vert sont des messages non anxiogènes qui vous expliquent que ce sont des cancers qui sont rares, qui arrivent, le pic d'incidence des cancers encore maintenant, même si c'est un petit peu plus précoce justement, peut-être parce qu'il y a eu des campagnes massives de vaccination autour de 50-55 ans. Et ce qui est très important et qui continue sur la démonstration que l'efficacité n'a jamais été démontrée, c'est qu'en fait, les seules réponses qui ont été testées, c'est des réponses immunogènes sur le fait que les personnes avaient développé des anticorps sur certaines souches de papillomavirus. Et donc, cette immunité créée par le vaccin ne dure que 5 à 7 ans. Donc, si vous avez un cancer 10 ou 15 ans plus tard, de toute façon, c'est absolument impossible de démontrer cette efficacité. Donc, c'est vraiment le cas d'école qui a été le premier cas d'école d'un vaccin très très cher, dont l'autorisation a été faite de façon accélérée, avec des essais cliniques totalement biaisés qui n'avaient absolument pas démontré l'efficacité en population générale, et qui en plus sont très dangereux, puisque avant le Covid, ce sont les vaccins qui avaient montré le plus de remontées d'effets indésirables dans toutes les bases de pharmacovigilance. Et maintenant, pour conclure et pas prendre trop de temps, il faut vraiment protéger les enfants, parce qu'à l'heure actuelle en France, donc la documentation, j'ai été voir en fait en France, c'est exactement pareil, on ne fait plus de tests par frottis cervico-utérin, cytologique, et toutes les femmes, et là vous pouvez vraiment agir à votre niveau, il faut voilà, donc ce qu'il faut, c'est exiger de votre gynécologue, surtout les jeunes gynécologues qui ont été éduqués pour uniquement faire des tests HPV en pensant que c'est équivalent, il faut exiger des tests par frottis cytologique cervico-utérin. Malheureusement, maintenant, il y a de moins en moins de vrais tests cytologiques. Ce sont des tests qu'on fait en milieu liquide, mais où quand même il y a des analyses d'images de cellules à des états précancéreux. Et il faudrait, et en France, mais en France, là, la HAS vient de dire qu'à partir de 25 ans, ou un petit peu plus tard, on ne va plus faire de tests cytologiques que tous les 5 ans. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, une femme, s'il a un test négatif au bout de 5 ans, pendant 10 ans, elle peut ne pas avoir de test par frottis cytologique. Donc c'est pour ça qu'il faut l'exiger. C'est la meilleure façon de vous protéger. Il faut le dire à toutes les jeunes filles. Et un message pour les jeunes filles, si vous êtes inquiètes, qui ont été vaccinées, ou si vous avez vacciné vos filles, ce que préconisent les docteurs de l'épine, qui sont vraiment des spécialistes de ce dossier, qui l'étudient depuis le début, c'est qu'au lieu de faire ces frottis tous les 3 ans, il faut les faire tous les 2 ans. Et le test HPV, s'il est positif, bien sûr qu'il ne faut surtout pas paniquer. Normalement, dans 90% des cas et plus, on développe une immunité naturelle, et il faut juste suivre et faire des frottis cytologiques tous les 2 ans au lieu de tous les 3 ans. Voilà, c'est ce qu'ils recommandent. Voilà. Merci. Et je suis désolée, mais je dois absolument ajouter quelque chose par rapport à la façon dont on analyse les frottis cytologiques. Il faut savoir que l'intelligence artificielle est passée par là et qu'on a donc standardisé la cellule parfaite. Il est de plus en plus difficile d'avoir un frottis normal. Bien sûr, les frottis pathologiques, donc cancéreux, ça reste une toute petite proportion et on les reconnaît encore, mais il y a une zone grise maintenant et qui est favorisée par un biais qui consiste à mieux... c'est plus rentable pour les laboratoires d'avoir cette zone grise parce qu'ils se garantissent à eux-mêmes des contrôles tous les 6 mois. Si votre frottis est normal, c'est un remboursement tous les
5 ans apparemment maintenant, chez nous c'est 3. Et donc si votre frottis est atypique, parce qu'ils appellent ça atypie cellulaire d'origine indéterminée, vous entendez comme moi, ça veut rien dire. C'est un fourre-tout, c'est vraiment la zone grise. Eh bien si le laboratoire a beaucoup de frottis atypiques, il aura beaucoup de contrôle. Et donc il va être mieux payé. Donc il faut le savoir aussi. Et donc ça veut dire, si vous êtes porteuse d'un HPV, ne paniquez pas. Si vous avez un frottis atypique, ne paniquez pas non plus. Surtout pas, mais renseignez-vous, il existe des thérapeutiques et qui sont extrêmement efficaces. Déjà, améliorer son système immunitaire, et puis je prends la responsabilité de le dire ici, sachez que ça va peut-être être ma 5e plainte au Conseil de l'Ordre. Le dioxyde de chlore, ça fonctionne incroyablement bien en local. Je l'ai testé. J'ai vu des régressions de lésions de très haut grade chez des gens qui venaient pour un deuxième avis, qui avaient déjà leur date opératoire. J'ai vu des disparitions totales, guérison 100%. Et là, on est rentré dans la case frottis parfait. Irrigation vaginale ? Irrigation vaginale au dioxyde de chlore. À 10%, pardon, où on peut utiliser la coupe menstruelle, on met quelques millilitres de dioxyde de chlore pur, si on ne le supporte pas on peut le diluer également, et on le garde 2 heures, et on fait ça 3 fois par jour, seulement 10 jours par mois. Vous faites ça quelques mois, vous allez vous refaire un frottis chez un gynécologue qui accepte de vous refaire un frottis, voilà. Vous dites que vous voulez bien le payer, et vous allez voir. Et si ça ne suffit pas, vous continuez encore un peu plus longtemps. Mais vous ne paniquez surtout pas. Si vous avez besoin d'infos, je suis facile à trouver. Merci. Oui, on vous a dit pourquoi on vous a dit que le vaccin avait été mis sur le marché de façon accélérée. On ne vous a pas dit pourquoi. C'est que Merck a été condamné à payer, je crois, 10 milliards de dommages et intérêts pour avoir tué, je crois que c'est 100 000 personnes avec le Vioxx. Et donc HPV, il y en a qui ont fait un jeu de mots, c'est Pay for Vox. C'est-à-dire que le vaccin Gardasil a été mis sur le marché rapidement pour pouvoir permettre de payer l'amende. D'accord. Et tout ça est documenté de façon très pédagogique dans ce dossier qu'on a mis en ligne sur le site de notre association. Et il y a plus d'100 de références. Donc vous avez le... Voilà. Et vous avez le lien sur la diapo, c'est Imonsite CSCL. Voilà. Et vous avez toutes ces informations avec plus d'100. Voilà. Et sur les effets secondaires, moi ce qui m'a choqué, c'est que rétrospectivement, on avait avec le vaccin Gardasil, qui comme il a été dit, j'insiste, est l'un des vaccins les plus toxiques avant les pseudo-vaccins Covid, on avait déjà beaucoup d'effets secondaires similaires aux pseudo-vaccins Covid, donc je pense qu'ils ont déjà testé un certain nombre de nouvelles techniques avant de passer au pseudo-vaccin Covid. C'était déjà un terrain d'essai. Moi je classe les vaccins en 3 phases. La phase expérimentale, Jenner, Pasteur, vaccin dangereux. Ensuite, une phase de léger progrès. Et puis, depuis les années 90, des vaccins toujours de plus en plus dangereux. 90, c'est le vaccin hépatite B, c'est un massacre. Ensuite, on a H1N1, on a le Gardasil, pour finir avec le vaccin, le pseudo-vaccin Covid, des vaccins de plus en plus dangereux. Ça montre le côté intentionnel. Merci beaucoup. Alors, ce que vous avez à l'écran, je l'ai trouvé dans l'archive de Jean-Pierre Dieu au Luxembourg. Smallpox vaccine triggered AIDS virus. Ça veut dire la vaccination contre la variole a déclenché le virus du sida. Dedans est cité Robert Gallo, c'est le Time, journal quotidien de référence anglais, 11 mai 1987. Ça rappelle tout à fait ce que disait Alexandra Arion-Côte, comme quoi les vaccinations de masse sur ADN, ARN, etc., allaient déclencher des virus dormants. Et les chercheurs, en particulier Robert Gallo, montrent que plus les populations du monde ont été vaccinées, et plus elles ont déclenché le symptôme du sida. Et voilà, toujours avec cette controverse, et derrière Fauci, HIV, sida, etc. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'était un Italien qui me disait ça, à Turin, en 2022. Est-ce que tu as remarqué que le fascisme italien est apparu tout de suite après la grippe espagnole, qui elle-même, pas mal de personnes qui disent que ça a été déclenché aussi par une campagne de vaccination. Donc le lien entre virus, fascisme, aussi. Donc en 2020,
qu'est-ce qui est instauré, le monde entier, la dictature sanitaire, hein, qui avait été annoncée par Bertrand Russell, je rappelle, prix Nobel quand même, en 1944. Ensuite, cette phrase, donc, voilà, par rapport aux biolaboratoires, vous savez qu'en Ukraine, il y a des biolaboratoires qui ont été débusqués, hein, et ensuite ces laboratoires sont en train de s'installer en Italie. Il y a Franco Fraccassi qui est intervenu il y a 1 an et demi à Saintes, mais il n'avait pas eu le temps, parce que, bref, d'exposer ça, mais Biolab, il a écrit un livre qui s'appelle comme ça, et j'ai été le 1er mai à Pesaro, 2023 en Italie, il y avait 10 000 personnes, hein, on en a parlé partout, il y avait Antonietta Gatti, le professeur Tritto, etc. Voilà, Franco Fraccassi. Bon. Et en fait, ils sont en train de les installer en Italie, ces laboratoires P4, voilà, avec des virus de synthèse, etc. Parce que l'Italie est depuis longtemps, enfin, depuis plusieurs dizaines d'années, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une terre d'expérimentation à partir de la reconquête de l'Italie, de la mise en place des forces de l'OTAN, avec l'histoire de la loge P2, stratégie de la tension. Vous remarquerez que les choses arrivent d'abord en Italie, hein, et c'est pareil pour les biolabs. Et puis il y a quand même cette phrase du professeur Raoult, le 9 septembre 2024 sur CNews, hein, une partie du monde a été vaccinée par du vaccin tué, inactivé, et une autre partie a été vaccinée par du virus vivant. Et ce virus, quand il s'est retrouvé dans l'intestin, s'est mis d'accord avec d'autres virus dans l'intestin qui étaient très proches. Et on l'a très bien vu avec le Covid, qui s'est recombiné avec d'autres virus qui étaient dangereux et qui font des poliomyélites. Celui qui vient d'y avoir à Gaza n'est pas un virus naturel. Le virus de la poliomyélite de Gaza est un virus vaccinal. Il a actuellement 30 fois plus de poliomyélites qui sont dues à du virus vaccinal qu'à du virus naturel. Voilà. Donc ça, c'était le 9 septembre 2024. Donc, pour ceux que ça intéresse, on peut vous envoyer cet article. On va être en tournée avec Jean-Pierre dans les jours qui viennent. Demain soir, on sera à QC, dans le 37. Ensuite, à Candé, je crois que c'est le 44-49, à Châteaubriand, à Pornic et à Châteaulin. Voilà, ça c'est toute la semaine qui vient, donc n'hésitez pas à venir nous contacter. Merci. J'ai rien d'autre à dire que les vaccins sont des armes bactériologiques, tout simplement. Et ça, on voit très bien que depuis l'invention de la vaccination en 1789, et puis aujourd'hui, on a accéléré les transmissions virales qui, par les injections massives, se barattent dans le corps et mutent en permanence. Biotechnologie. Absolument. On peut démontrer que de façon très perverse, la grande campagne de vaccination contre la variole du fin 18e, surtout début du 19e, a prédisposé à l'amplification des épidémies de tuberculose, avec d'autres cofacteurs bien sûr, hein, l'industrialisation, etc., que l'introduction du vaccin diphtérie a favorisé les épidémies de polio, que les vaccinations de polio ont entraîné l'introduction dans le corps humain du SV40, virus cancérigène, d'une façon lente, et je l'ai parlé tout à l'heure du virus de la bronchiolite, le CCA. Bref, chaque nouvelle arme bactériologique a eu des conséquences à court, moyen et long terme, sachant que certains de ces vaccins ont la capacité de modifier le génome humain. C'était le cas pour la variole, c'est le cas pour le BCG, le vaccin sur la tuberculose. Ce sont des maladies qui, par essence, s'inscrivent dans le génome et se transmettent à la descendance. D'ailleurs, en médecine homéopathique, on parle de terrain tuberculinique. C'est le terrain qui est la conséquence de la tuberculose de nos ancêtres et qui continue, génération après génération, à entraîner des fragilités importantes. Monsieur. Juste rajouter une notion positive, parce que grâce à votre travail, des médecins, aussi des associations, moi je suis enseignant, ça a chuté énormément dans mon collège où je suis au niveau de vaccination de HPV. Donc j'ai apporté toute une information, je me suis accroché avec mon chef d'établissement pour apporter les contre-arguments aussi en conseil pédagogique. J'étais là quand l'infirmière est intervenue dans ma classe, j'étais un peu de cours de surprise, mais apporter toute l'argumentation des faits indésirables. Donc il faut absolument qu'on continue
à informer les parents, parce que c'est par les parents, dans l'éducation nationale, c'est très difficile. Parce que j'ai entendu 2 fois par les ressources humaines et aussi par mon nom, chef d'établissement, même si des enfants meurent, je leur expliquais avec les statistiques pour le Covid, vous êtes protégés, monsieur. Alors, si quelqu'un meurt ou les enfants meurent, l'éducation nationale dit vous êtes protégés. Et c'est d'une froideur que je ne peux pas accepter, cette irresponsabilité, cette inconscience. Il faut passer par les parents pour faire pression sur les chefs d'établissement, sur les rectorats, les inspections. Et bravo pour votre travail, parce que j'étais très content de voir la nouvelle liste. Ça a chuté de 4 fois moins d'élèves qui se font piquer. Par contre, quelques garçons dans le groupe, ils n'ont toujours pas compris que dans l'éducation nationale, les garçons n'ont pas d'école d'utérus. C'est l'école de l'utérus. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage au travail de 2 lanceurs d'alerte qui ont été reconnus lanceurs d'alerte par votre législation en tant que lanceur d'alerte de niveau 3, c'est-à-dire qui a un niveau d'urgence pour la santé publique et l'intérêt national. Et ces lanceurs d'alerte sont Virginie Dornier et Jean-Pierre Coq, et ils ont notamment pu démontrer que la promotion du vaccin, enfin d'un produit pharmaceutique par les enseignants en citant le nom et la pathologie était totalement illégale. Et c'est une occasion, c'est vraiment très important. Ils ont toute une documentation de 1600 pages et des liens à n'en plus finir pour démontrer que non seulement on utilise les enseignants à des fonctions qui sont tout à fait illégales, mais que les vaccins depuis 2014 sont tous, sans exception, produits pas sous contrôle du complexe militaro-industriel, et donc techniquement ce sont des armes biologiques et plus des vaccins, et ça veut dire qu'ils doivent, quand ils produisent une arme biologique, ils doivent avoir un antidote. Et donc on peut terminer sur cette note d'espoir. Il faut qu'on arrive à les obliger à nous donner l'antidote.